Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch du Planétarium pour cette nouvelle édition de Astronomer at Home, un astronome chez vous à la maison, un jour sur deux, le lundi, le mercredi et le vendredi de 14 heures à 15 heures. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Caz. Bonjour Antoine. Bonjour. Et avant de te présenter, je tiens à rappeler aussi que avec nous, comme tous les jours, se trouve aussi Camille, ma collègue du planétarium de Vaux-en-Velin. Bonjour Camille. Bonjour, je vais m'occuper de vos questions, comme d'habitude. Vous allez poser vos questions à Antoine. Essayez de respecter le thème de la session qui est en dessous de la vidéo, qui est aujourd'hui la matière noire. Et puis, mettez votre prénom entre parenthèses. Camille. Oh le bug. Et ben voilà, on a perdu Camille. Alors, la question était, n'oubliez pas, ce que disait Camille, c'était, n'oubliez pas de mettre votre nom entre parenthèses, éventuellement votre âge, lorsque vous avez une question. Effectivement, Camille est là pour modérer le chat et puis pour discuter avec nous et puis pour sélectionner vos questions. Donc, j'espère que Camille va pouvoir revenir assez vite. Camille, tu es Vous là? m'entendez là? Ah, Ouais, je ça y est, suis on là. t'entend. Donc c'est bon. C'est ma carte son qui fait chier. Excusez-moi. Carte son qui t'embête, tu veux dire? C'est ça, qui est fichtre, diantre, ça Voilà, perd l'hypoplate. c'est ça. Du coup, on va pouvoir Je commencer. disais que les questions, mettez votre prénom et votre âge entre Oui, parenthèses. J'en ferai des paquets que je ferai à Antoine. Voilà. j'en ai parlé. Merci Camille. Et on commence donc avec notre invité. Antoine Caz, qui est astrophysicien et qui travaille à l'IP2I, l'Institut de physique des deux infinis. Bonjour Antoine. Bonjour tout le monde. Alors justement, Institut de physique des deux infinis, ton thème de recherche, c'est la matière noire. On va avoir une heure pour en parler en long, en large et en travers de cette fameuse matière noire. Mais justement, pour commencer, tu travailles dans l'Institut de physique des deux infinis à Lyon. Quel est le rapport entre la matière noire et les deux infinis? Parce que autant il y a un des infinis, l'infiniment grand, où on voit assez bien le rôle de la matière noire, mais quel est le rôle, quel est le lien avec l'infiniment petit? Justement, on peut aborder la question de la matière noire par ces deux infinis. L'Institut de physique des deux infinis, il s'appelle comme ça parce que dans notre laboratoire, il y a des équipes qui travaillent sur l'infiniment grand, les supernovae, l'univers, les galaxies, ces choses-là. Et puis, des gens qui travaillent sur l'infiniment petit, la physique nucléaire, les particules élémentaires, le fameux boson de Higgs qui a été découvert il y a quelques années, et essayer de comprendre les interactions fondamentales entre les objets les plus petits qui existent dans, dans, dans la nature. Et si on regarde la matière noire, je vais revenir un peu plus vite, plus en détail par la suite, mais c'est justement quelque chose qui a été postulé par les gens qui travaillent sur l'infiniment grand. C'est par ces gens-là que cette partie de ce thème de recherche est apparu. Et ça traite d'une nouvelle matière qu'on ne connaît pas, qu'on appelle matière noire, donc de particules. Et cette matière, on peut la rechercher à travers la physique des particules pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette matière. Donc c'est quelque chose qui est apparu dans la science par l'infiniment grand et qui est étudié par l'infiniment grand et par l'infiniment petit. Et donc ça a pleinement sa place dans notre institut. Et du coup, quel est ton travail? Alors moi, je suis ce qu'on appelle un maître de conférence, c'est-à-dire que je suis enseignant-chercheur. J'enseigne à l'université dans tous les niveaux, hein, de la première année de l'université jusqu'en master, euh, un peu tous les domaines de la physique et même de l'informatique. Ça, c'est une partie de mon travail très importante. Et mon travail de recherche, qui est l'autre partie tout aussi importante de mon travail, c'est de travailler sur une expérience qui va essayer de détecter cette matière noire directement dans un petit, ce qu'on appelle un bolomètre, un petit appareil, un petit cristal de germanium. Et on veut essayer si on arrive à découvrir son interaction, on saura qu'elle existe vraiment.
Son interaction. Alors, on a un public qui est très très différent, qui se connecte à la chaîne Twitch, le public du planétarium. On a aussi bien des enfants assez jeunes et puis des personnes très très pointues. Du coup, est-ce que tu peux juste revenir sur le terme d'interaction? Qu'est-ce que tu entends par interaction? Si tu disais s'il y a une interaction dans le détecteur, c'est quoi une interaction? Alors, Parce que comme c'est un terme un peu compliqué, c'est juste pour que les plus petits puissent comprendre ce terme. ouais. Peut-être que, donc je vais expliquer ce terme, et après peut-être qu'on va revenir sur la matière noire en général, pour ensuite voir comment on se sert dans mon détecteur. Donc, l'objectif, c'est qu'une particule de matière noire qui traverse notre détecteur, qui est donc une sorte de un cristal de germanium, c'est un petit cylindre en germanium. Si tu veux, Pierre, tu peux le Oui, montrer. il est là. C'est un petit cylindre en germanium, et une particule qui va passer à travers ce cylindre va interagir. Ça veut juste dire, voilà, on voit ici l'image, interagir, ça veut juste dire que la particule tape sur un des atomes de ce cylindre en germanium, et donc il y a un choc, une collision, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Elle ne passe pas juste à travers sans rien faire, et ce quelque chose qui se passe, on le détecte par des méthodes sur lesquelles je reviendrai également plus tard. Et si on arrive à le détecter, on peut dire qu'une particule de matière noire est passée. Et si on peut dire qu'une particule de matière noire est passée, on peut prouver que la matière noire existe. Parce que, justement, la question principale qu'on se pose, c'est est-ce que cette fameuse matière noire existe? D'accord. C'est-à-dire que tu ne cherches pas quelque chose que tu sais qui existe, mais tu cherches quelque chose en espérant qu'elle existe et qu'elle fasse un petit bruit dans ton détecteur. C'est ça. Et je dirais même plus, en tant que chercheur, je dirais même pas que j'espère qu'elle existe. Je pense qu'elle existe. Si elle existe, j'ai des chances de la découvrir. Et si je ne la découvre pas, c'est aussi un résultat. Parce que ça élimine une hypothèse à laquelle beaucoup de gens croient. Et c'est comme ça que la recherche avance. On fait des hypothèses, on vérifie que l'hypothèse est vraie. Si elle est vraie, bingo. Si elle n'est pas vraie, il fallait quand même vérifier parce qu'on avait cette idée et qu'on ne savait pas à l'avance si elle était bonne ou mauvaise. Donc D'accord. ça, c'est la démarche du chercheur en général. Le chercheur, il fait une expérience et le résultat de l'expérience sera toujours positif, qu'il ait trouvé ou pas ce qu'il cherchait, parce qu'il aura fait avancer la connaissance. Et je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui cherche ses clés dans ses poches. Si vous cherchez dans la poche droite et que vous ne trouvez pas vos clés dans votre poche droite, vous avez déjà une information. C'est qu'il y a des chances qu'elles soient dans la poche gauche. D'accord. Donc, une expérience qui ne donne pas de résultat, le résultat qu'on attendait est quand même une expérience qui donne une information. Du moment qu'on ne s'est pas trompé en faisant l'expérience. C'est ça la difficulté, évidemment. D'accord. Camille, est-ce qu'on a quelques questions pour Antoine déjà? Alors, est-ce qu'on a des questions? On en a une pour l'instant, 2, 3, ça commence à venir. Dis-nous. Alors, on a... Alors, c'est quoi? Jérémy, 36 ans, qui nous demande, dans l'état actuel de nos connaissances, savons-nous si la matière noire partage les mêmes bases que la matière classique? Ou est-ce que c'est quelque chose constitué de particules complètement différentes? Alors, on peut peut-être revenir sur ce qu'on appelle la matière classique pour voir ensuite les différences qu'il y a avec la matière noire. La matière classique, dans l'état actuel des connaissances, elle est composée de deux familles de particules, on va dire. Une famille qu'on appelle les quarks. C'est quand on assemble des quarks ensemble, on fabrique des protons, des neutrons, et les protons et les neutrons, on les met ensemble, on fabrique des noyaux, et on va fabriquer la matière qu'on connaît. Un bout de bois, un bout de fer, ce que vous voulez. C'est divisible en atomes, et les atomes, si on les coupe en plus petits, on trouve dedans des protons, des neutrons, et si on les coupe encore en plus petits, on trouve des quarks. Donc ça, c'est une famille de particules. Il y a une deuxième famille de particules qui est la famille de l'électron. C'est-à-dire que dans l'atome, dont je parlais tout à l'heure, il y a les protons, les neutrons, mais il y a également les électrons. Les électrons, c'est ce qui fait l'électricité. C'est une particule qui est très présente sur Terre, qui fait beaucoup de choses, qu'on connaît bien. Et puis qu'il y a deux autres particules un peu plus grosses qui lui ressemblent, qui s'appellent le muon et le tau.
C'est des particules qui ont les mêmes propriétés que l'électron, si ce n'est qu'elles sont plus lourdes. Et avec les trois, l'électron, le muon et le tau, ils sont appariés à d'autres particules assez mystérieuses qu'on appelle les neutrinos, qui ont la propriété d'être très, très, très légères et de traverser la matière quasiment sans la toucher. Les neutrinos, le Soleil en émet énormément, par exemple. Dans votre pouce en ce moment, il y a 60 000 milliards de neutrinos qui passent chaque seconde, et ils passent et ils traversent la Terre derrière, et ils touchent à rien. Ils n'ont pas touché un seul de vos atomes. Donc pas de danger d'avoir un coup de neutrino au lieu d'avoir un coup de soleil. Voilà, le coup de soleil, ça peut faire mal à la peau. Le coup de neutrino, le neutrino, c'est la particule la plus inoffensive du monde. D'accord. Elle ne touche à rien. Ok. Donc ça, ce sont les deux familles principales de particules. Et ces particules, elles vont interagir. On va revenir sur le mot qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles communiquent entre elles. Nous, pour communiquer, on utilise nos 5 sens. Et puis aujourd'hui, la technologie, les webcams, etc. Mais bref. L'idée, c'est qu'on utilise nos 5 sens. Les particules, elles n'ont pas les petites oreilles, les petits doigts pour toucher ou pour entendre. Elles vont, pour interagir, transmettre quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est également d'autres particules. Par exemple, si des particules veulent parler de leur charge électrique, elles vont s'échanger un photon. Et elles vont se dire, moi je suis chargé plus, toi tu es chargé comment? Si tu es chargé plus aussi, on se repousse, si tu es chargé moins, on se retire. Tout ce petit dialogue-là, elles vont l'avoir en échangeant des photons. Alors que nous, on échange des ondes sonores, on échange des ondes lumineuses, on échange quand on interagit. Et il y a 4 façons d'interagir pour les particules. Il y a ce qu'on appelle l'interaction forte. C'est, comme son nom l'indique, la plus puissante. Mais il n'y a que les quarks qui sont sensibles à cette interaction forte. Et c'est l'interaction qui permet de faire ce qu'on appelle la cohésion du noyau, c'est-à-dire de faire tenir ensemble des protons et des neutrons. Et si vous réfléchissez bien, des protons, ils sont tous chargés positivement. Plus par plus, ça se repousse. Donc normalement, votre noyau, le noyau d'un atome, il ne devrait pas tenir. Mais il tient parce qu'il y a une force plus forte, qui s'appelle l'interaction forte, qui colle entre les protons et les neutrons. La deuxième force, la deuxième interaction possible entre les particules, c'est l'interaction électromagnétique. Celle-là, on la connaît bien. C'est ce qui fait l'électricité, c'est ce qui fait les ondes radio, c'est ce qui fait tout ça. C'est les fameux photons dont tu parlais tout à l'heure? Le fameux photon dont je parlais tout à l'heure. Et toutes les particules chargées vont interagir par interaction électromagnétique. Donc, les quarks, ils sont chargés. L'électron, il est chargé. L'électron, proton, neutron, muon, tau sont chargés. Donc, ils interagissent par interaction électromagnétique. Les neutrinos, comme le nom l'indique, ils sont neutres. Donc, ils n'interagissent pas par interaction électromagnétique. Et puis, il y a une troisième interaction fondamentale qu'on appelle l'interaction faible. Alors, elle, c'est une interaction assez étrange qui a plein de propriétés bizarres et qui, comme son nom l'indique, est la moins intense, la moins puissante des interactions. Et par contre, cette interaction, toutes les particules l'ont. Donc pour le neutrino, c'est pas un quark, il n'est pas chargé, il reste que l'interaction faible, et c'est pour ça que le neutrino, il traverse la Terre sans s'être rendu compte qu'il y avait la Terre. C'est parce qu'il n'a pas pu échanger d'informations avec un atome de la Terre pour lui dire c'est quoi ta charge, etc. Parce que lui, il n'est pas sensible à la charge. Pour lui dire, pour interagir par interaction forte, pareil, lui, il n'est pas sensible à ça, donc il lui reste que l'interaction la moins probable, et il y a des grandes chances pour que ça ne passe pas. Il ne la fasse pas, il traverse la Terre. Et puis, je vous ai dit qu'il y a 4 forces fondamentales. La 4e force, c'est la gravitation. Mais la gravitation, ça ne compte pas en physique des particules. Ça ne compte pas pour 2 raisons. La première, c'est que la masse d'une particule, c'est tellement petit
que la gravitation pour une particule est complètement négligeable. Ça, c'est une bonne raison pour laquelle ça ne compte pas. Et puis, il y a une mauvaise raison qui est qu'on a toujours réussi à écrire une théorie qui met ensemble les 4 interactions fondamentales. On a les 3 interactions dont je vous ai parlé. La gravitation, on n'arrive pas à mettre ça avec. Donc, de toute façon, on a un problème scientifique. On n'arrive pas à faire quelque chose. Et puis, expérimentalement, c'est quelque chose qui est très, très, très négligeable. Donc, pour l'instant, ça ne pose pas de problème de mesure. Et donc, du coup, la matière noire dans tout ça, où est-ce qu'elle se trouve dans ce tableau que tu nous as dressé? Voilà, alors là, j'ai parlé de tout ce qui n'était pas la matière noire, ou tout ce qu'on connaissait. La matière noire, c'est une matière qu'on ne connaît pas. On n'a toujours pas détecté la matière noire. Donc, elle n'est pas dans ce tableau. Et la question ce qu'on sait de cette matière pour l'instant, on sait qu'elle n'interagit pas par interaction électromagnétique. C'est pour ça qu'on l'appelle matière noire, c'est parce qu'elle ne fait pas de lumière. La lumière, c'est également l'interaction électromagnétique. Donc, elle ne fait pas de lumière, on l'appelle matière noire. On sait ça parce que cette matière noire, parce que quand on regarde l'univers, je vous ai dit que la matière noire elle avait été découverte par l'univers. Quand on regarde l'univers, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la lumière. Alors, c'est moins vrai maintenant, il y a des appareils plus récents. On travaille dans les rayons X, dans les ondes radio. C'est plus juste le bon vieux astronome avec sa lunette astronomique, mais l'instrument principal, c'est quand même un détecteur de lumière. Or, on ne la voit pas, cette matière noire dans l'univers. C'est la matière qu'on ne voit pas. Donc, on sait qu'elle n'interagit pas par interaction électromagnétique. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Et que par contre, elle a une gravité. Enfin, par contre, elle génère une gravité, qu'elle est lourde. Oui, j'oublie le principal. Sauf que, comment est-ce qu'on la découvre? Pourquoi si je vous dis qu'on ne la voit pas, vous allez me dire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, moi j'ai une autre question à te poser. Donc celle-ci, c'est un paquet de questions qui sont similaires. Ce sont des questions à la fois philosophiques et de prospective. On a donc Sarah Wakazai et Jean, 38 ans, et qui nous demandent, en gros, est-ce que on peut prouver que quelque chose n'existe pas? Et question corollaire, est-ce que si on en vient à ne pas s'en sortir avec la matière noire, est-ce qu'il y a d'autres hypothèses pour expliquer ce qu'on observe dans l'univers? Alors, la première question est une très bonne question. Mais on a des très bons auditeurs. Nous avons de très bons auditeurs. Est-ce qu'on peut prouver qu'une chose n'existe pas? La réponse est non. Mais quand on va rechercher la matière noire, on la recherche dans un certain domaine de paramètres. C'est-à-dire que la particule de matière noire, on imagine qu'elle a une masse entre temps et temps. On imagine qu'elle a une énergie, une vitesse entre temps et temps. En fait, on imagine plein de choses sur cette matière noire. Et on va être capable, j'espère bien, au fur et à mesure, d'explorer l'ensemble de l'espace de ces paramètres. Alors, l'espace des paramètres, c'est peut-être une façon de parler technique, mais on va voir, ok, je suppose que peut-être elle a telle masse. On va regarder, si on ne la trouve pas cette masse-là, je suppose qu'elle est un peu plus lourde, peut-être. Et on va réussir à tester toutes les masses, toutes les énergies qui correspondent à notre théorie. Pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, on va essayer de fouiller toutes les poches du pantalon. Voilà, on va essayer de fouiller toutes les poches du pantalon. Pour trouver les clés. Et une fois qu'on a fouillé toutes les poches et qu'on est sûr qu'on a bien fouillé toutes les poches sans faire d'erreur, on pourra dire les clés ne sont pas dans le pantalon. On pourra dire que l'hypothèse de la matière noire, telle qu'on y avait pensé, ne marche pas. Auquel cas, et on arrive à la deuxième question, il faut une alternative. Et on n'a pas attendu de ne pas réussir à trouver la matière noire pour chercher une alternative. Il y a d'autres personnes qui cherchent des alternatives. Donc, il y a des gens qui cherchent des alternatives. Je vais en parler un peu tout à l'heure, mais pour l'instant, on n'a rien de mieux que la matière noire comme hypothèse, on va dire. Les alternatives qu'on a trouvées pour l'instant ne sont pas formidables. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas les bonnes. Ça ne veut pas dire que la matière noire existe.
Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas trouvé d'idées qui paraissent meilleures. Mais peut-être que je vais revenir sur justement d'où est-ce que ça vient cette matière noire, parce que j'ai besoin d'expliquer ça pour qu'on puisse comprendre toute la suite en fait. Du coup, justement, j'en profite, il y a INS Vidéo qui te parle de rotation des galaxies. Ouais. Et il se demande comment, à partir de ça, si je comprends bien, on peut trouver une répartition de différentes sortes de matières dans l'univers, y compris l'énergie noire. Donc ça fait ces deux questions qui posent un peu la même personne hein, autour de ça. Si tu veux peut-être lui répondre du coup. Alors, l'origine de la matière Tout noire. à fait. Origine de la matière noire, rotation des galaxies, tout ça. Et puis répartition Alors, des différentes matières. peut-être que tu peux mettre l'image de la galaxie. Tout à fait. Allons-y. Voilà. Donc, le tout premier qui a. En fait, comment est-ce qu'on peut supposer que la matière. D'où vient cette idée de la matière noire? Le tout premier qui a regardé ça, c'est quelqu'un qui regardait, il s'appelle Fritz Zwicky, c'était dans les années 1930, donc c'est pas récent. C'est quelqu'un qui regardait justement les mouvements de plusieurs galaxies les unes à côté des autres. Et l'idée, c'est que on peut mesurer la masse d'un objet céleste avec sa luminosité. Pour faire simple, plus c'est gros, plus ça fait de lumière. Donc on mesure la quantité de lumière qui vient d'un objet céleste. Évidemment, on arrive à mesurer la distance de cet objet. Et donc, parce qu'également, plus c'est loin, moins ça fait de lumière, mais on corrige cette mesure de la distance et on a une idée de la vraie luminosité de l'objet. Et on se dit, pour faire tant de lumière, il faut tant de masse. Et ça, on a un soleil juste à côté de nous qui nous permet de bien calibrer ce genre de mesure. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, lui, il a fait ça. Et ensuite, on se dit, les mouvements dans l'univers sont tous dus à la gravitation. L'univers, l'infiniment grand, c'est un peu l'inverse de la gravité. Dans les quatre interactions fondamentales, il n'y a que la gravitation qui compte, et les trois autres elles sont assez négligeables. Et donc, voilà. Si je regarde les mouvements sont dus à la gravitation, donc aux masses. Et il a pu estimer justement les masses de ces galaxies à cause du mouvement. Et il a trouvé quelque chose qui ne collait pas du tout. Les deux estimations différentes de la masse, par la luminosité d'un côté et par le mouvement des galaxies de l'autre, collaient pas du tout. Les masses qui mesuraient par les mouvements des galaxies étaient beaucoup plus lourdes que les masses qui mesuraient par la lumière. Et c'est pour ça qu'il a dit, il doit y avoir de la matière que je ne vois pas. Il doit y avoir de la matière noire. Sauf qu'en 1930, les mesures ne sont pas aussi précises que ça, et donc on n'était pas, on n'y a pas vraiment cru. Ça pouvait être une erreur expérimentale. Voilà, les erreurs expérimentales, c'est fréquent, ça existe. Donc c'est quelque chose qui n'a pas fait tilt dans la communauté scientifique de l'époque. Et on se retrouve dans les années 70 avec une autre physicienne qui s'appelle Vera Rubin, qui, elle, a des appareils beaucoup plus modernes. On est quand même 50 ans plus tard. Même si ça vous paraît vieux, les années 70, c'était déjà beaucoup mieux que les années 30. Et donc, elle regarde non pas plusieurs galaxies, mais une seule. Elle arrive à voir mieux. Et une galaxie du type, la galaxie spirale, du type ce que vous voyez ici à l'écran. Et vous voyez que cette galaxie, il y a une partie très lumineuse au centre, qui est plus massive. Et puis, vous voyez des sortes de bras qui partent en tournant. Et ces bras qui partent en tournant, j'ai dit le mot, ils partent en tournant, une galaxie spirale, elle tourne sur elle-même. Et c'est ce qui fait que ces bras ne sont pas tout droits, mais qui ont cette forme de, justement, courbe. Et ça s'explique très bien avec des équations de la dynamique qu'on appelle distribution maxwellienne des vitesses. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien. On sait mesurer. Vous prenez des chevaux qui tournent dans un manège, vous allez avoir le même genre de problème. Il faut que les chevaux qui tournent le plus loin tournent plus vite, sinon ça ne marche pas. Donc on sait distribuer la vitesse comme ça. Et pareil, donc elle a mesuré cette rotation et la vitesse de chacune
des galaxies en fonction de la distance au centre, en fonction du rayon. Et normalement, plus on s'éloigne du centre, plus la vitesse doit être petite. Ça, c'est la théorie. Et la mesure qu'elle a faite, c'était que plus on s'éloignait du centre, plus la vitesse restait constante. Et donc, la théorie et la pratique ne collaient pas du tout. Et si on voulait faire coller la théorie et la pratique, il fallait rajouter beaucoup de masse, et une masse beaucoup plus grosse de matière. Enfin, une masse en tout cas. Donc, si on a une masse, on a de la matière. Et Pierre, si tu veux mettre le halo, on peut voir l'hypothèse, c'est que donc, si on prend une galaxie, on a la partie visible, ce qu'on connaît là, l'image que La partie blanche. on a vue, et ensuite, on a une beaucoup plus grosse boule, alors pour le coup sphérique, d'une matière qui entoure cette galaxie. Et donc la matière noire est bleue, comme sur l'image. Alors, voilà l'image, je ne la voyais pas encore. Voilà l'image. Donc la matière noire n'est pas du tout bleue. Cette image-là, c'est une modélisation, d'accord? C'est pour donner une idée. Mais vous voyez la grosse boule bleue, la petite galaxie spirale au milieu est dans une grosse boule bleue. Et dans la réalité, si l'hypothèse de la matière noire est vraie, il faut une boule bleue qui soit 10 fois plus grande. Enfin, il faut une boule de matière noire, pas bleue du tout, qui soit 10 fois plus grande que la galaxie spirale au milieu, si on veut pouvoir expliquer correctement les courbes de rotation des galaxies. Alors, j'ai une question très rapide de Émile, et après j'aurai une précision à te demander sur ce que tu viens de dire par rapport à une autre question. Donc la question d'Émile, je pense que ça sera très rapide. Émile veut savoir à quelle vitesse vont les neutrinos et s'ils ralentissent avec les distances. Du coup, s'ils n'intéressent pas avec la matière, est-ce qu'il y a quand même un moyen de les faire ralentir? Comment ça marche? Et après, la deuxième question, je te donne les deux d'un coup, du coup. C'était Guillaume Baffa, Guillaume, j'imagine, qui demandait en gros si on comprenait, si c'était pas qu'en fait on avait rien compris à la gravité et qu'en fait c'est nos équations qui étaient fausses. La question qui se pose. D'accord. Alors, la première question, les neutrinos, ils vont grosso modo à la vitesse de la lumière, parce que pour aller à la vitesse de la lumière, il faut une masse nulle, et qu'ils ont une masse, mais cette masse étant très 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 légère, ils vont très 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 proche de la vitesse de la lumière. Ensuite, pour les ralentir, en fait, on peut faire interagir des neutrinos avec la matière. C'est juste qu'il y en a très peu qui interagissent, mais on peut. C'est comme ça qu'on les a détectés, c'est comme ça qu'on les a découverts, si je ne me trompe pas, en 1956. Et on les avait postulés également dans les années 30, donc ils ont mis 26 ans avant de réussir à les détecter, donc ça veut dire que parfois il faut être patient. Et donc du coup, est-ce qu'on serait pas trompé sur la gravité par rapport à la matière noire? Du coup, est-ce que c'est vraiment que quelque chose existe en plus, ou est-ce que c'est qu'on n'a rien compris depuis Kepler? Qu'est-ce que tu penses de cette question? Alors, je ne dirais surtout pas qu'on n'a rien compris depuis Kepler. C'est-à-dire que... Je force le trait exprès. Voilà, je vais répondre de deux choses. Une chose qui est un peu de la philosophie des sciences, comme on a déjà commencé à parler de ça tout à l'heure, quand on a une nouvelle théorie, il faut en général qu'elle englobe la précédente. Parce que la précédente, si elle était bien validée, c'est qu'elle n'était pas... Donc Kepler, c'est bon. Newton, c'est bon. Einstein, c'est bon. Et tout ça, Einstein englobe Newton, qui englobe, etc. Donc, si on a une nouvelle théorie de la gravité, donc on n'a pas rien compris, mais peut-être que notre compréhension est limitée. Parce qu'aller balancer Einstein comme ça à la poubelle, c'est pas si facile. Ensuite, la réponse est oui, tout à fait. Typiquement, c'est l'hypothèse alternative à l'existence d'une matière noire, de la matière noire. C'est de trouver des corrections à la relativité d'Einstein
la relativité générale, qui est la théorie qui décrit jusqu'à présent le mieux toute la gravitation. Et il y a des gens qui ont des théories là. Avec des théories comme ça, on arrive à expliquer les courbes de rotation des galaxies. Donc en fait, la rotation des galaxies, on pourrait réussir à expliquer ce problème autrement que par l'existence de la matière noire. Sauf que la matière noire, elle résout plein d'autres problèmes qui ont été découverts depuis les années 60. On va peut-être y revenir un petit peu. Et que pour l'instant, ce qui est chouette dans cette idée de matière noire, en fait, on dirait pas comme ça, mais les physiciens, ils aiment bien les réponses simples. Ça peut paraître fou quand vous voyez les équations qu'on écrit, mais on aime bien les choses plutôt simples. Donc, il y a plein de problèmes différents posés, expérimentaux, à l'observation, qui ne sont pas expliqués par les théories existantes et qui sont toutes expliquées par la présence de matière noire dans l'univers. Donc c'est une théorie plutôt simple, on rajoute une particule et ça résout plein de problèmes. Donc pour l'instant, les théories de modification de la gravité n'arrivent pas à résoudre tous les problèmes. Ça arrivera peut-être, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et ça rejoint un petit peu la deuxième question de, je ne sais plus comment il s'appelait, INS Vidéo, Ouais. qui disait oui, qui t'a rappelé dans le chat d'ailleurs. Ouais, voilà. Comment est-ce que la courbe de rotation des galaxies explique tant de choses? En fait, c'est pas la courbe de rotation des galaxies, ça n'explique qu'une chose. Ça ne permet de faire que l'hypothèse de la matière noire, et puis historiquement, c'est par là que c'est arrivé. Mais typiquement, l'énergie noire, la densité de matière noire dans l'univers, etc., c'est des choses qui nous viennent d'autres types d'observations et de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Dont on avait déjà eu l'occasion de parler avec d'autres intervenants. Juste pour terminer là-dessus, on parle de matière noire. Tout à l'heure, on l'a dessiné en bleu. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la couleur de la matière noire définitivement? Est-ce qu'elle est noire? Est-ce qu'elle est bleue? Quelle est sa couleur? Alors, je te retourne la question, c'est quoi la couleur? La couleur, je peux répondre, on peut jouer si tu veux, mais c'est la fréquence des ondes lumineuses. D'accord? Donc, si vous voyez bleu, c'est cet objet qui est bleu, quand on va l'éclairer avec la lumière, il va refléter de la lumière, il va refléter que la partie bleue de la lumière. Vous prenez de la lumière blanche, vous éclairez quelque chose, il n'y a que le bleu qui est reflété, et donc le bleu arrive dans vos yeux, vous voyez du bleu. Là, j'ai dit le mot magique, refléter. Pour que ça se reflète, il faut que la lumière blanche que vous avez envoyée sur votre objet, elle interagisse avec votre objet pour repartir. Il y a une partie qui est absorbée et une partie qui repart, et la partie qui repart, c'est le bleu, et vous voyez du bleu. Donc, puisque la matière noire, elle n'interagit pas avec la lumière, si vous prenez une belle petite boîte de matière noire et que vous l'éclairez, la lumière passe à travers. Elle n'est pas absorbée, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de perte d'intensité de la lumière ou je ne sais pas quoi. La lumière passe à travers, n'interagit pas avec, et donc vous n'avez juste pas vu votre matière noire. Donc la matière noire, plus que noire, elle est invisible. Au sens, elle n'interagit pas avec la lumière. D'accord. Donc la lumière noire est transparente, elle n'est pas noire. Transparente. Conclusion, la cape d'invisibilité d'Harry Potter est faite de matière noire. Oui et non, parce que... Même pas. Non, parce que la cape d'invisibilité, elle cache Harry Potter. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Donc non. Alors, j'ai une autre question. Alors, c'est un petit peu un autre sujet pour changer. C'est Amandine qui nous demande pourquoi est-ce que le détecteur est fait de germanium? C'est quoi le germanium et pourquoi est-ce qu'on a besoin de germanium pour détecter tout ça? Alors, ça, c'est sympa de poser cette question. Ça même le détecteur, ce qui est une partie que j'aime bien. Il y a plein de façons différentes de chercher la matière noire. Il y a plein d'expériences très, très différentes. Et il y a des expériences qui essayent de fabriquer la matière noire, un petit peu comme on a fabriqué le boson de Higgs.
c'est les expériences type accélérateur de particules. Il y a des expériences qui essayent de détecter la matière noire dans l'univers en se disant la matière noire, elle va se... Ah, Antoine, on ne t'entend plus. Il y a eu Vous un trou m'entendez dans ta plus? phrase. Ouais, après fabriquer accélérateur, on n'a pas entendu ta dernière phrase. Alors, je recommence. On peut donc essayer de fabriquer de la matière noire avec de particules. C'est comme ça qu'on a découvert le boson de Higgs. On fait des particules. Pour l'instant, ça ne marche pas, mais on essaye. Il y a des gens qui ont essayé. On peut essayer de trouver de la matière noire quand elle se désintègre dans l'univers, en se disant, là on fait des hypothèses, ma matière noire, elle devrait se désintégrer en matière que je... Donc je fais des détecteurs capables de voir cette matière que je connais, et puis peut-être que je vais trouver la matière noire. Et puis la troisième solution, c'est d'avoir la matière noire qui interagit directement dans le détecteur. Donc, il y a déjà 3 voies de recherche différentes, et moi je suis sur la 3e voie, de mesurer l'intégration de la matière noire dans de la matière. Et ensuite, pourquoi le germanium? En fait, on peut prendre plein de matériaux différents. Nous, on a choisi le germanium. Il y a des expériences qui sont avec d'autres types de matériaux. Il y a des expériences de type bolométrique comme nous, donc j'expliquerai ce que ça veut dire juste après. Il y a des expériences qui travaillent avec des liquides nobles. Donc, si vous vous rappelez du tableau périodique de Mendeleïev, la colonne de droite, c'est ce qu'on appelle les gaz nobles. L'hélium, l'azote, le xénon, etc. Et en fait, ces gaz, si vous les liquéfiez, ça fait des liquides, donc à très basse température, et vous avez des liquides nobles. C'est pour l'instant les expériences qui ont les meilleurs résultats. Et pourquoi le germanium? Pourquoi est-ce que nous, on a choisi le germanium? C'est parce qu'on veut essayer de mesurer la matière noire, on veut essayer de mesurer cette fameuse interaction, donc la collision d'une particule de matière noire avec un noyau de germanium du détecteur. On veut faire cette mesure de 2 façons différentes. Et c'est une façon qu'on a de ne pas se tromper. On va mesurer la même chose. Si vous voulez regarder et écouter à la fois. Si vous regardez et que vous écoutez en même temps, vous allez être sûr de ne pas vous tromper que si vous avez perdu le son ou si vous avez perdu l'image. Donc c'est un peu l'idée. Et le germanium, c'est un très bon détecteur de physique des particules. Il y a beaucoup de détecteurs de radioactivité assez basiques qui sont à germanium. Si vous voulez contrôler la radioactivité d'un endroit, ça marche très bien. Le principe qu'on a, c'est qu'on va refroidir ce germanium à des températures extrêmement froides. Et quand je dis 15 et 20 millikelvin, ça veut dire quoi ça? Le Kelvin, c'est l'unité de mesure de température absolue. Absolue dans le sens où il n'y a pas de température négative. 0 Kelvin, c'est le minimum du minimum. Et 0 Kelvin, c'est moins 273. Moins 273,15, je répète, parce qu'il y a des gros trous dans ce que tu dis. Je sais pas, il y a peut-être un souci de connexion, peut-être de détection de ton micro, parce qu'il y a vraiment plein de trous. Est-ce que tu pourrais te rapprocher un petit peu du micro? Alors, je vais me rapprocher. Ouais, merci. Je t'en prie. Ok, donc on est à très très basse température. Et plus on descend en température, moins les atomes. C'est-à-dire que dans un solide, les atomes, ils sont à une place définie, mais ils vibrent. Ils bougent toujours autour d'une place d'équilibre. Et plus vous refroidissez votre solide, moins ils vibrent, plus ils sont proches d'un état d'immobilité. Voilà, d'un état d'immobilité. Et ce qu'on veut regarder, c'est la collision donc d'une particule de matière noire avec le noyau. Et s'il y a une collision, le noyau, il va reculer. Si vous lancez des boules de pétanque les unes contre les autres, si vous touchez, vous allez faire reculer l'autre boule. C'est un peu cette idée. Et si vous avez un noyau qui recule, quand il recule, qu'est-ce qu'il fait? Il crée de la chaleur, parce qu'il crée du mouvement. Il crée de la température. Et c'est ça qu'on va mesurer. On va mesurer une élévation de température de l'ordre du 1 millionième de Kelvin. Et pour ça, on se met au plus froid possible. On se met à entre 15 et 20 millièmes de Kelvin. Ça fait une toute petite fièvre, ça. Machines pour faire du froid. Et
le germanium, c'est un semi-conducteur, donc il a les bonnes propriétés pour justement faire ce recul. Et ensuite, comme je le disais, qu'on essaie de regarder la température, qu'on essaie de faire la mesure avec deux modes différents, ben on a cette élévation de température. Et puis, si on a un atome qui recule, il va arracher les électrons qui étaient accrochés autour de lui, puisqu'il tout d'un coup, il y a le noyau qui se prend un coup en bas, ben, il y a quelques petits électrons qui peuvent partir. Et si on met un champ électrique, ces électrons, ils vont être attirés dans le champ électrique sur une électrode et ça va faire un courant électrique. Et donc, la collision va être mesurée par la collision. Par l'élévation de température et par un petit courant électrique en même temps. Voilà. Et après, je vois dans le chat des gens qui me parlent d'Euclide et tout à l'heure, j'avais vu parler d'énergie noire. Alors, ça, c'est une autre problématique, si vous voulez. Ouais, attends, je te fais juste un récapitulatif des questions qui sont en cours. Donc, il y a Euclide, effectivement. C'est vrai que si tu peux en parler, ça fait un peu plus d'instrumentation, ça change un petit peu. Il y a INS Vidéo qui désespère d'avoir sa réponse sur la répartition entre les différentes sortes de matière et d'énergie dans l'univers. Comment on fait pour savoir qu'il y a matière noire et énergie noire? Et après, je te reposerai d'autres questions, ce sera à propos de la gravité elle-même. Donc là, c'est Euclide et répartition matière, si tu peux. D'accord. Alors, Euclide, c'est quelque chose c'est un satellite qui va être lancé dans quelques années, j'ai plus la date, auquel participe d'ailleurs l'Institut de physique des infinies de Lyon, et qui veut mesurer l'énergie noire. Donc, 2022, merci. Donc, l'énergie noire, ce n'est pas la même chose que la matière noire. Ça a le même nom pour des raisons pas vraiment très bonnes, plutôt parce que c'est une énergie qu'on ne comprend pas trop, donc on l'a mis noire parce qu'on ne comprenait pas trop. Voilà. Il n'y a pas vraiment de nom, de bonnes raisons pour que ça s'appelle énergie noire. L'énergie noire, c'est une force qui va contrebalancer la gravitation. La gravitation, c'est une force attractive, d'accord? Et quand on regarde l'expansion de l'univers, il y a la question de est-ce que l'univers, il va toujours, est-ce que il va grandir de plus en plus vite ou pas? On a plutôt l'impression qu'il grandit pas de plus en plus vite et qu'il y a donc un équilibre qui doit se faire entre l'expansion de l'univers et puis une force attractive. Et l'énergie noire est là pour expliquer comment l'expansion de l'univers a lieu. Et l'énergie noire, c'est quelque chose qui est lié à ce qu'on appelle la constante cosmologique, qui était une constante qu'Einstein a rajoutée dans ses équations. Et il n'aimait pas beaucoup ça parce qu'il l'avait rajoutée sans vraiment comprendre pourquoi. C'est-à-dire que ces équations, elles ne marchaient pas, elles divergeaient, ce qu'on appelle. Donc, voilà, une belle théorie formidable, mais qui ne marche pas. Et par contre, si on rajoute cette constante dans l'équation, tout à coup, la théorie fonctionnait plutôt bien. Donc, on a tendance à dire, OK, il y a cette constante. Mais il ne savait pas trop ce que c'était. Et cette constante, c'est ce qui a été ensuite imaginé comme étant l'énergie noire. Alors, donc Euclide, il veut mesurer l'énergie noire, il ne veut pas mesurer la matière noire. Maintenant, tout ça, c'est lié, et la mesure de la répartition dans l'univers de l'énergie noire, de la matière noire et des différents types de matière, c'est fait par des expériences qui mesurent ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Alors ça, c'est un joli mot pour présenter les plus vieilles lumières de l'univers. C'est-à-dire, si on reprend l'histoire du Big Bang, si on reprend l'histoire de l'univers, au début, vous n'avez que de l'énergie. Une énorme densité d'énergie. Et au fur et à mesure, vous allez avoir l'expansion de l'univers. Ça veut dire quoi l'expansion de l'univers? C'est pas très simple à concevoir. L'expansion de l'univers, ça veut dire que la distance entre deux points, elle augmente
mais sans que les choses bougent. Je suis d'accord que ce n'est pas très logique ce que je viens de dire, mais quand on parle de la relativité restreinte et générale, il faut un peu oublier la logique. C'est comme ça. Le bon vieux bon sens ne marche plus. Donc, entre deux points de l'univers, les points s'éloignent tous les uns des autres. Et là, je parle de si vous faites un quadrillage, si vous faites un repère, si vous voulez, un x, y, z, eh ben, la distance entre les x, les y et les z augmente dans le temps. Donc, si vous restez au même endroit, vous restez au même x et au même y, ben, vous vous éloignez du voisin qui est resté également au même x et au même y. Et ça fait que la densité diminue. D'accord? Parce que vous avez les mêmes objets dans un espace qui est de plus en plus grand. Donc la densité diminue. Et si la densité diminue, l'énergie diminue, les particules vont pouvoir... la densité diminue, l'univers se refroidit. S'il se refroidit, les particules vont pouvoir commencer à se former. Et vous allez commencer à former les quarks, dont j'ai parlé, les électrons, etc. Et puis plus l'expansion de l'univers continue, au bout d'un moment, les quarks vont fabriquer les protons et les neutrons, puis les protons et les neutrons vont se mettre ensemble pour fabriquer les noyaux, puis les noyaux vont accrocher les électrons entre eux, et on va se retrouver avec des atomes. Et là, il y a une grosse différence. Quand on se retrouve avec des atomes, on se retrouve avec de la matière qui est neutre. Et quand la matière est neutre, les photons peuvent se propager. Alors que quand la matière est chargée, les photons, s'ils veulent se propager, ils vont très vite interagir avec d'autres, avec les charges qui... Or, quand on regarde dans l'univers, il faut bien comprendre qu'on regarde dans le passé. Parce que on regarde de la lumière et que la lumière, elle a mis un certain temps à venir. Si vous regardez une étoile qui a 10 années-lumière, ce que vous voyez, ça a 10 ans. Parce que la lumière, elle a mis 10 ans à arriver jusqu'à vous. Donc, quand on regarde très très loin dans l'univers, on peut voir des choses très très vieilles et on peut voir le premier moment où l'univers est devenu grand et où ces photons ont pu se propager. Et ça fait un fond qu'on appelle le fond diffus parce qu'il est partout. Si on regarde dans toutes les directions, on trouve le même fond. Ce qui est une chose qui nous aide à penser que l'univers est infini. Parce qu'on a le même fond partout. Ou alors qu'on est au centre, mais ça, c'est peu probable. C'est plus de la religion que de la science. Hein. Pourquoi pas, mais c'est plus de la religion que de la science, de penser qu'on est au centre, de penser que l'homme est le plus important. Quand on fait de la science, on pense à la nature, à la matière en premier. Donc, la répartition de la matière noire et de l'énergie. Voilà, l'énergie peut se propager. Et on arrive à faire des détecteurs qui voient cette lumière. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont regarder les anisotropies. Donc, autrement dit, les endroits où l'énergie de cette lumière est un petit peu différente d'à côté. Et on fait des photos de plus en plus fines de ces anisotropies. Et ces anisotropies, elles nous racontent comment l'univers s'est formé. Parce qu'il y a un moment où vous avez eu un peu plus de matière à un endroit, un petit grumeau, et puis comme il était plus lourd qu'à côté, la gravitation joue son jeu, et ça va attirer ce qui est à côté. Et ça va attirer encore ce qui est à côté. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, vous allez former une galaxie, des étoiles, etc. Donc ces anisotropies, elles nous renseignent sur la création de l'univers tel qu'on connaît, fait d'étoiles, de galaxies, etc. Et donc, quand on regarde ces images-là, on arrive à avoir dans le modèle, pour essayer de comprendre comment ces choses-là sont formées, l'idée, c'est que les premières choses qui ont fait des petits grumeaux de matière, c'est de la matière noire. Pourquoi ? Parce que la matière noire, c'est la première qui n'interagissait pas par interaction électromagnétique, qui n'interagissait pas par interaction forte. Donc, en fait, elle était plus tranquille que les autres pour s'agglomérer sous le fait de la gravitation. Et c'est elle qui a commencé la matière noire à faire ces grumeaux de matière qui ensuite vont agglomérer la matière normale et qui vont donner l'univers tel qu'on connaît. Et donc, quand on étudie ça, on peut avoir une idée de la proportion
de matière noire, ce qu'il a fallu de matière noire, ce qu'il a fallu de matière ordinaire et des différents types de matières pour réussir à faire l'image qu'on voit. Merci pour cette réponse très complète. Pour résumer, donc c'est en étudiant le fond diffus cosmologique qu'on arrive à comprendre la proportion de matière noire qu'il a fallu pour avoir l'univers qu'on voit, et avec l'expansion de l'univers qu'on arrive à déterminer l'énergie sombre dont on a besoin pour que le modèle fonctionne. On pourrait aussi dire que toute la matière visible qu'on voit, on peut essayer de l'estimer, de la quantifier aussi. Et alors du coup, on va changer de question. Là, on va parler de la gravité. On a Image Numérique, Wakazai et Toriko qui ont des questions sur la gravité. Donc Toriko, c'est Titouan, 13 ans. Alors, si la matière noire est sensible à la gravité, pourquoi ne se concentre-t-elle pas au centre de la galaxie? Est-ce qu'on perçoit la matière noire à notre échelle? Après, on a une deuxième question sur la répartition de la matière noire dans une galaxie. La matière noire serait plutôt à l'extérieur de la galaxie et freinerait son attraction davantage les étoiles situées à l'extérieur. Alors, est-ce que les étoiles à l'extérieur sont plus freinées que celles qui sont à l'intérieur? Et enfin, est-ce que la matière noire est attirée, comme tout le reste de la matière, par les trous noirs? Donc, je répète. Alors, la question, en effet, quand j'ai parlé d'une boule de matière noire, ce n'est pas une boule homogène. Et en effet, la gravitation joue, donc il y a plus de matière noire au cœur de la galaxie que sur les bords. Simplement, la boule de matière noire est 10 fois plus grosse que la boule de matière ordinaire. Et donc, si on applique la théorie de distribution des vitesses, c'est juste qu'on est, on est au début de la courbe où c'est encore constant, on n'est pas encore au moment où ça diminue. Et la matière noire, elle tourne moins vite loin du centre que près du centre, comme la théorie nous... Enfin, dans ce qu'on comprend, normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Donc, on arrive à retrouver la théorie de la répartition des vitesses en fonction de la distance au centre colle très bien. Alors, il ne faut pas penser que la matière noire freine la matière. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que quand si on regarde une petite boule, dans la petite boule, la vitesse à l'extrémité doit être plus petite qu'au centre. Si on regarde une grosse boule, c'est pareil. La vitesse aux extrémités est plus petite qu'au centre. Simplement, la façon dont la vitesse diminue entre le centre et puis l'extrémité de la boule, elle va diminuer plus lentement plus la boule est grosse. Et donc, puisque la matière est au centre, la vitesse n'a pas le temps d'avoir vraiment diminué. Elle diminuera plus tard et on ne le voit pas. Donc, le fonctionnement de votre galaxie, c'est comme cela. Et la matière noire, elle n'est pas là pour freiner, simplement, la partie qui tourne le moins vite est une partie qu'on ne voit pas. Ensuite, il y avait la question, est-ce qu'on peut sentir, est-ce que la matière noire a une influence à notre échelle humaine? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est la force? Je ne crois pas, malheureusement, mais j'essaie aussi de découvrir la force, c'est une autre histoire. Non, on ne va pas la sentir. Pourquoi? Parce que est-ce que vous ressentez... En fait, la seule interaction qu'on ressent vraiment, nous, à notre échelle, c'est la gravité. On va ressentir l'interaction électromagnétique pour des gens qui sont sensibles à ça, etc. Mais on est principalement sensible à la gravitation. Et la matière noire ne constitue pas une boule de matière comme la Terre, solide, qu'on ressent. On ressent l'attraction de la Terre. Donc, la matière noire, elle a un effet global sur notre galaxie, mais est-ce que vous ressentez la vitesse de rotation de la Terre dans notre galaxie? Pas vraiment. Donc, la matière noire, enfin, elle joue un rôle, mais pour qu'on le ressente nous, c'est pas possible, je pense. Et l'autre question, c'était est-ce que la matière noire, comme elle est sensible à la gravité, qu'elle a une masse, est-ce qu'elle est attirée par les trous noirs comme tout le reste de la matière? C'est une question d'un jeune de 13 ans, je crois. Oui, c'est ça, Titouan. Ah, c'est une belle question. Et je sais
pas très bien répondre à cette question-là parce que je ne suis pas complètement un expert en relativité générale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Moi, je pense que la réponse est oui. La matière noire, elle doit être attirée par Par la gravité d'un trou noir? Parce qu'un trou noir, c'est quelque chose qui représente une divergence. Oui, la réponse est qu'elle est attirée par les trous noirs, mais il ne faut pas non plus imaginer un trou noir comme quelque chose qui aspire tout à une vitesse phénoménale. Les images qu'on en a sont parfois un peu trompeuses. Donc oui, mais ça fait partie de l'équilibre de l'univers. Alors, j'ai une autre question sur la nature de la matière noire. On a Émile, 13 ans, qui nous demande, alors c'est 3 petites questions, qui nous demande si la matière noire peut se désintégrer en matière normale. Auquel cas, pour la détecter, j'imagine que ce serait beaucoup plus facile. On a Astrobot qui nous demande si la matière noire est faite d'antigravité, particules d'antigravité. Qu'est-ce que c'est que l'antigravité? Et Mathieu V qui nous demande est-ce qu'il y a une antimatière noire? Donc c'est un petit peu des questions concernant les particules. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces particules, quoi? Alors, je vous ai dit au tout début qu'on savait quasiment rien. Donc, est-ce que la matière noire se désintègre en matière ordinaire? C'est une hypothèse, mais on ne sait pas. Et il y a des gens qui cherchent ça. Donc, il y a des expériences qui essayent de regarder des flux de matière ordinaire qui seraient plus élevés que supposés pour expliquer que ça vienne de la matière noire. Donc, la réponse est pourquoi pas, on cherche. C'est tout à fait possible dans la théorie. C'est même quelque chose qui nous aiderait plutôt. Mais après, est-ce que la Dame Nature a décidé de nous aider sans Donc voilà. Ensuite, la question sur l'antigravité. Il faut bien voir que l'antimatière, c'est un mot qui est un peu mystérieux pour quelque chose qui ne l'est pas tant que ça. L'antimatière, c'est de la matière chargée avec une charge opposée. Donc, si vous prenez un antiproton, il est chargé négativement. Mais à part ça, c'est un proton négatif. Si vous prenez un antiélectron, c'est un électron chargé positif. Et les antiélectrons, vous en avez fabriqués dans la radioactivité naturelle. Donc, vous avez des antiprotons dans votre corps. Voilà. Ça ne vous fait pas vous désintégrer, c'est pas bien méchant. C'est juste un électron positif. Donc, est-ce qu'il y a de la matière? Est-ce que la matière noire a de l'antimatière? A priori, si vous dites que l'antimatière, c'est la charge opposée, vu qu'il n'y a pas de charge, la réponse est plutôt non. Après, il y a une définition de l'antimatière qui est un peu plus complexe que ça, parce que le neutrino et l'antineutrino sont différents, alors qu'ils sont tous les deux neutres. Et dans ce cas-là, si on prend cette définition un peu plus complexe de l'antimatière, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des antiparticules et des particules dans la matière noire. La matière noire n'est pas forcément constituée que d'une seule particule. Ça peut très bien être une famille de particules tout entière. Ça, c'est pas là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, je vais te poser une dernière question que je te propose d'utiliser comme ouverture suite à toute cette discussion passionnante sur la matière noire. C'est une question plutôt philosophique, du coup. C'est une question que je vais fabriquer avec 2 questions. Je vais essayer de faire une synthèse de Adrien 696 et de Penelope 6. Donc, Adrien nous demande dans quoi grandit l'univers. Et comme je sais que c'est une question qui est difficile à expliquer, à comprendre que l'univers grandit dans lui-même, j'en viens à la deuxième question de Penelope 6 qui nous demande est-ce qu'on a assez de vocabulaire dans le cerveau? Est-ce qu'on est câblé en fait pour nommer, imaginer, concevoir ce qu'on n'est pas encore capable de voir? Voilà cette question un petit peu philosophique que je te propose en guise de conclusion. L'univers, je dirais que c'est un peu une arlésienne de la science avec ce qu'on appelle l'éther. C'est sûr. Donc, et c'est quoi l'éther? En gros, les gens supposent toujours un peu qu'il y a une sorte de support, qui a besoin d'un support, et puis régulièrement ce truc-là vole en éclats, et puis on réinvente un support. Donc, c'est plus une question philosophique que
que scientifique, en fait, c'est est-ce que vous avez... Parce qu'une fois que vous avez répondu, super, je peux vous poser la question, et ce truc, il est dans quoi? Et vous me direz, ah ben, dans un autre truc. Et puis, ça ne finit pas. Donc, en fait, j'ai bien aimé la réponse que tu as fait, Camille. L'univers grandit dans lui-même. Moi, c'est quelque chose, enfin, moi, qui suis plutôt expérimentateur que théoricien. Donc, là, c'est une réponse qui est, je dis, c'est plus philosophique, c'est plus personnel que quelque chose qui est une vérité à prendre, une vérité scientifique. Mais du coup, est-ce qu'on est câblé dans le cerveau? Est-ce que tu penses qu'on est câblé pour imaginer des choses qu'on n'est pas encore capable de voir? Est-ce qu'il y a une partie de la cosmologie qu'on ne sera jamais capable de comprendre? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que l'imagination de l'homme est infinie. Donc oui, je pense qu'on est câblé pour rêver, pour imaginer des choses extraordinaires. Enfin, ce dont je vous parle là maintenant, il y a 60-70 ans, c'était complètement inimaginable, complètement débile, complètement tout ce que vous voulez. Donc, rendez-vous dans 70 ans. 50 ans. Dans 50 ans, on aura découvert la matière noire, ou alors on aura découvert un autre truc qui explique tout ce on aura découvert que c'est pas ça, et on dira dans les années 2000, qu'est-ce qu'ils faisaient comme bêtises. Voilà. Et on ira plus loin, on découvrira des choses plus compliquées, plus belles, plus grandes. On a même Titouan qui nous dit qu'on pourrait arriver un jour à faire des réacteurs à matière noire pour les vaisseaux ultra puissants. Voilà, alors ça, je ne m'avancerai peut-être pas sur les qui va permettre la matière noire, mais pourquoi pas, rêvons. Bah, Titouan, il ne te reste plus qu'à écrire une nouvelle de science-fiction. Il est 15h, l'heure est maintenant terminée. Merci beaucoup Antoine d'avoir accepté de nous recevoir chez toi. Dans ces périodes de confinement. Camille, est-ce que tu veux dire quelque chose encore? Je voudrais remercier Antoine de ses explications qui étaient passionnantes. Il y a eu beaucoup de digressions et j'ai essayé de finement insérer des questions par-ci par-là. Je pense que les gens ont été contents de tout ce que tu leur as raconté. En tout cas, c'est le chat qui dit ça. Tous ceux qui n'ont pas pu avoir leurs questions énoncées, c'est soit parce que c'était un petit peu hors sujet, soit parce qu'on n'a pas eu le temps. Donc, je vous invite à les garder au chaud pour les prochaines fois. On aura encore beaucoup d'intervenants, 3 par semaine. Donc, revenez. N'hésitez pas surtout à cliquer sur le bouton suivre de la chaîne pour être notifié de tous les prochains lives. Voilà. Et merci Camille. Et justement, avant de terminer en remerciant une dernière fois Antoine, juste avant, donc je voudrais vous dire que l'on se retrouve ce lundi avec notre nouvel intervenant qui s'appelle Yannick Copin, qui travaille lui aussi à l'Institut de physique des deux infinis où tu travailles, Antoine. Et donc Yannick va nous parler du noir de la nuit. Pourquoi est-ce que la nuit est noire? Et on va certainement beaucoup encore parler de l'univers. Donc on va rester dans une thématique de cosmologie lundi prochain. Merci énormément une dernière fois Antoine d'avoir été des nôtres aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu aussi. Apparemment, ça a plu aux gens. J'espère que toi, ça t'allait. Je suis très heureux de répondre et partager un peu ma passion. Je rappelle que Antoine est physicien, astrophysicien, enseignant, mais qu'il a aussi un rôle très important en tant que vulgarisateur. Tu passes beaucoup de ton temps et de ton énergie pour la fête de la science, par exemple, pour justement aller au contact du public, diffuser cette culture scientifique. Et ça aussi, c'est tout un pan de ton travail et c'est vraiment très très important. Donc merci d'avoir été avec nous. Et puis on se retrouve donc lundi prochain. Merci, au revoir à tous. Au revoir.